Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue chez moi. Voilà, donc j'avais lancé ça il y a 2, 3 mois. L'idée, c'était d'accueillir quelqu'un chez moi qui allait nous présenter un petit peu ce qu'elle faisait, qui allait nous présenter un petit peu son projet. Et puis après, moi, je suis partie dans plein d'autres projets pour moi de mon côté. Donc du coup, j'avais un petit peu laissé tomber ça. Et là, c'est revenu fort. Je me suis dit, ah, j'ai bien envie de reprendre ce Bienvenue chez moi. Et tout de suite, j'ai pensé à Isabelle. Voilà. Donc, du coup, je vais la laisser se présenter. Elle va nous dire un petit peu, un peu qui elle est et puis un petit peu quels sont ses beaux projets. Et puis, parce que voilà, quand j'ai entendu parler de ce qu'elle faisait, j'ai vraiment accroché. Intuitivement, j'ai trouvé que c'était une très, très belle idée. Et donc, du coup, qui méritait aussi d'être partagé, d'être expliqué. Et du coup, c'est pour ça que j'ai proposé à Isabelle Mais de j'ai venir pas chez moi. le flyer. Ah, mais je l'ai, moi, je vais l'attraper. Ah, super. Et donc, et puis voilà, pour qu'elle puisse nous présenter, je vais attraper le flyer. Oui, parce que c'est important, je pense qu'il retrace bien l'énergie et la philosophie du projet. Merci beaucoup. Donc, oups, il s'envole. Donc, merci Isabelle d'être là. Bonjour. Déjà, oui, bonjour à tous, merci. Alors, j'adore le titre déjà de l'émission. Bienvenue chez moi. Déjà, ça te met bien. Voilà, ça t'accueille, c'est tranquille et puis c'est vraiment l'atmosphère qu'il y a chez toi. On se sent accueilli avec la tasse de thé qui fume et voilà. Et donc ça, j'apprécie beaucoup. Donc pour tout ça, je te remercie. On s'est rencontrés de manière, on va dire, guidée, j'ai envie de dire. Parce que voilà, on ne s'était jamais vu avant. Et coup sur coup, on s'est vu dans 2 endroits différents pour des raisons différentes. Et je sais pas, la deuxième fois, je me suis dit, c'est pas possible, cette fille, il faut qu'il y ait un truc. Enfin, je ne me le suis pas dit aussi clairement, mais voilà, il y avait un appel. Et quand tu m'as dit où tu habitais, au 22, je ne sais pas si je peux le dire, Oui, oui. 22 rue d'Ambart, et moi j'habitais aux 2 rue d'Ambart. Ça veut dire qu'on a habité voisine pendant pratiquement 2 ou 3 ans. Et voilà, donc j'ai dit, s'il n'y a pas de hasard. Et le channeling, c'est quelque chose qui m'attire énormément, que je pratique sans m'autoriser à croire que je le pratique en fait. Et quand tu m'as parlé et que je t'ai dit ça, tu m'as dit mais oui, mais toi, tu n'as pas besoin de tout de suite, tu as senti cette ouverture. Et je me suis dit bon, il faut que j'aille plus loin. Donc on a pris rendez-vous et effectivement avec la séance qu'on a passée, ça m'a complètement confortée que je voulais vraiment m'inscrire là et continuer de travailler et d'ouvrir ce canal. C'est quelque chose en fait qu'on a tous, on le sait, mais c'est vrai que l'idée de s'autoriser à y croire sans passer pour quelqu'un de perché, ben ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le plus grand défi. C'est le plus grand défi. Voilà. Fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être coach et consultante pour les femmes qui créent leurs projets. Et donc, il y a quand même quelque chose d'un petit peu, tu vois, on pourrait penser très carré, création d'entreprise et tout. Mais en fait, c'est porté avant tout par une âme, tout ça. On ne décide pas de créer sa boîte avec tout ce qu'il peut y avoir comme enjeu pour soi, pour le monde, pour son entourage, les enjeux financiers, matériels. On ne décide pas tout ça par hasard. Donc, de toute façon, c'est avant tout, pour moi, une âme qui décide, tu es sur ton chemin. Donc, c'est porté par une aspiration spirituelle, qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, c'est là. Tout à fait. Et moi-même, il y a 3 ans, donc pour expliquer un petit peu d'où je viens, alors je ne vais pas retracer toute ma vie, mais j'ai déjà 48 ans, donc ça va être long. Je vais essayer de faire par tranche comme ça. Donc de 0 à 3 ans, je suis née à Paris. Et à 3 ans, mes 2 parents ont décidé de m'abandonner. Ils avaient mieux à faire, semble-t-il. Et déjà, donc 3 ans, c'est l'âge où tu as besoin de reconnaissance. C'est les 2 seules personnes au monde qui doivent te donner de l'amour, c'est tes parents et ils se barrent. Déjà, c'est un peu compliqué au niveau des repères de l'amour. Mais ce n'est pas un hasard aujourd'hui. Maintenant, je comprends, c'est digéré, c'est compris. Mais j'ai mis longtemps quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que tout mon chemin, tout ce chemin initiatique qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, c'était des confrontations à des épreuves très fortes pour m'amener à être celle que je suis aujourd'hui, pour accompagner au mieux les femmes à déployer leurs ailes, en fait. Mais ça, cette mission-là, je l'ai compris il y a très peu de temps. Et donc, à 3 ans,
donc ça, je tombe dans une famille d'accueil qui me donne de l'amour, mais une famille d'accueil pauvre. Donc, je suis élevée dans un climat quand même de pauvreté, au sens, c'était des smicards, il n'y avait pas de fantaisie, il n'y avait pas de luxe, il n'y avait pas toute cette partie-là, mais des valeurs humaines très, très là, tu vois, l'honnêteté, le travail, vraiment la valeur simple, authentique, mais qui est là. Et puis après est venu le temps de mon premier, on va dire, chemin toute seule. À 18 ans, 19 ans, j'ai rencontré mon premier mari. Et là commence aussi une nouvelle aventure qui est de savoir qu'est-ce que c'est aimer, encore une fois. C'est quoi le bonheur? Donc j'ai cru que c'était se marier, faire des enfants. Finalement, j'ai compris que c'était pas vraiment ça, même si j'étais très heureuse d'avoir des enfants, mais je me suis rendu compte que ça me remplissait pas encore. Voilà. Donc, premier mariage, et puis après, j'ai eu un deuxième mariage, et encore un enfant. Et en même temps, j'ai créé plusieurs entreprises. J'étais entrepreneuse depuis l'âge de 18 ans. Donc, j'avais ce besoin de créativité très fort, que ce soit un enfant, que ce soit une entreprise, que ce soit de la peinture. Enfin, j'étais extrêmement dans la création, dans la naissance. Et en même temps, dans une recherche d'amour, enfin, tu vois, plus, mais sans savoir ce que c'était vraiment encore l'amour. Et à chaque épreuve que je vivais, c'était une leçon, un apprentissage. Mais je ne m'en rendais pas compte encore. Tu vois, tu le vis comme ça. C'est qu'après que voilà, j'étais encore un bébé du développement personnel. Je commençais à lire Jacques Salomé à l'âge de 28 ans, Le courage d'être soi. Déjà, ça commençait par ça. Et donc, voilà, tu vis tes épreuves, tu cherches quelque chose, mais tu ne sais pas quoi, tu vois. Et donc, je continuais ce chemin. Ça m'a amenée jusqu'à l'âge de 45 ans, où j'avais eu donc plusieurs créations d'entreprise, 3 enfants, 2 mariages, enfin, tu vois. Et là, bim, l'ultime échec, on va dire, où vraiment, là, ça m'a permis de définitivement comprendre que je devais choisir l'amour comme outil de vie, en fait. C'est difficile à expliquer autrement. Comme média, quoi, comme support, comme moyen. Comme vérité, comme moyen, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas. Enfin, je décidais là, à ce moment-là, de plus être guidée par une soif absolue de réussite matérielle, financière, machin. C'était plus ça qui me guidait. Parce que quand j'ai tout perdu, donc en 2016, je me suis retrouvée complètement presque à la rue. Hein, là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vaux? Enfin, tu vois, tu n'as plus de valeur, tu n'as plus rien. Et tu n'as plus un sou sur le compte en banque, mais il faut quand même continuer à vivre. Et tu as plein de dettes sur le dos. Et trois enfants. 3 enfants, la dernière, elle avait 7 ans, 6 ans. Les 2 autres étaient majeurs, mais quand même une enfant à charge. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu vaux, ma vieille, tu vois? Tu regardes le ciel, tu mets un genou à terre, tu dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez laissé, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je suis complètement paumée. Je croyais que c'était ce chemin-là. Vous m'avez ouvert les portes pour venir jusque-là. J'ai fait une boutique qui était magnifique, rue de Musa, en plein centre-ville de Toulouse, à 5 minutes du Capitole. Tout était correct. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi je perds tout, là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, quelques jours après, une envie de créer une association pour les entrepreneuses qui étaient en difficulté. D'abord, c'est parti de là, ça s'appelait la Bootcamp Academy. Et puis de créer un premier séminaire. Et puis, j'avais pas d'argent, pas de reconnaissance, rien du tout. Je dis, comment je vais faire? Et là, je regarde une conférence de Frédéric Lenoir. Je me dis, punaise, ce mec, il est trop génial, ce qu'il dit, tout ça. Donc, je suis plusieurs de ses conférences. Et là, je me dis, si je lui écrivais. Donc, je lui écris. Et là, il me répond une demi-heure après. Le truc improbable. Ouais, voilà, le truc complètement improbable. Il me dit, c'est génial, votre histoire, patin, couffin, nanana. Comment je peux faire pour vous aider? Je dis, ben, écoute, je sais pas. Donc là, c'est bien. C'est ça, tu marches au-dessus du sol pendant toute la journée. Et puis, le premier Skype avec Frédéric, enfin, vraiment, le truc, voilà, il vient à mon premier séminaire. Donc, juste ça, des gens, tu as toutes les projecteurs sur toi parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Et là, je bascule complètement dans une nouvelle vie où je écoute mon cœur.
j'ai pas une thune, j'ai plus rien, j'ai tout perdu, je sais plus où je suis, je sais plus qui j'habite. Il y a qu'une chose qui compte, c'est écouter mes envies et mon cœur. Que ça. Ça paraît incroyable, mais ça m'a donné une richesse tellement importante que j'avais le smile jusque-là, alors que j'étais au tribunal, les huissiers, 40 000 euros de dette. Et quand je croisais des commerçants qui savaient la situation, ils ne comprenaient pas mon attitude, mon état d'être et ma situation. Il y avait un décalage énorme. C'est ça. Et puis, je vivais une espèce de… Vraiment, je fais ça parce que j'avais l'impression d'avoir quelque chose qui jaillissait de moi, une source intarissable de joie et de plaisir. Et les idées qui venaient, la créativité, c'est là où j'ai créé le premier spectacle qui s'appelait Les Magiciennes d'Oz. Le nom, il me venu comme ça. Je fais ce geste-là parce que ça vient de là. Et tout ça, et arriver à fédérer des professionnels, rien qu'en leur exposant le projet, je leur proposais 0 € simplement de faire partie de mon projet. J'étais connue de nulle part. Mais c'est génial, mais oui. Enfin voilà, bon, bref. Un truc incroyable. C'était la première fois de ma vie où je montais un truc aussi énorme, sans argent, sans réflexion profonde, drastique, avec un truc hyper corporate au sens propre du terme. Non, tout était comme ça. Voilà. Et je dois dire que cet état-là, ça a vraiment été un état vraiment particulier. Comme si tu étais droguée du matin au soir. Et vraiment, je me souviens, j'avais l'impression que le thorax s'ouvrait comme ça. Je m'en souviens, j'ai une copine qui fait des fleurs de bac, Blandine, qui me donnait des fleurs justement parce que ça me gênait tellement. J'avais l'impression qu'on m'ouvrait la poitrine. Et après, je cherche sur Google des informations sur cet état et je trouve des noms comme ouverture de cœur, éveil, tu vois, tout ça que je ne connaissais pas. Et je me reconnaissais dans les symptômes, si je puis dire, tu vois. J'étais en train de vivre un éveil, en fait. Voilà, pour la première fois de ma vie. C'était juste énorme. Et en fait, j'en parlais tout à l'heure avec Hélène Maëva Lafitte, qui est magicienne 2018. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas ce chaos qui m'a fait me réveiller, c'est pas le fait d'avoir souffert, c'est le fait non seulement d'avoir souffert, certes, mais d'avoir fait un choix qui était de suivre mon instinct après, tu vois. Qui était ce choix de me dire, bah oui, tant pis, je suis peut-être perchée, je suis peut-être tombée dans un truc que je connais pas, je suis peut-être tombée dans un amour un peu à la bisounours, mais tant pis, j'y vais. J'ai fait ce choix. Et on va penser que je suis devenue perchée, oui, c'est le mot à la mode. Oui, tu vois, dès qu'on ne rentre pas dans les clous, on dit celle-là, elle est perchée. Perchée, ça fait peur. Voilà, et du coup, la peur d'être rejetée, exclue, jugée, et puis perdre les gens qu'on aime aussi. Oui, voilà. C'est tout un univers qui va avec. Exactement. Ça demande beaucoup de courage que de continuer à suivre cette route-là. Beaucoup de cœur à l'ouvrage, oui. Cette racine magnifique de mon courage, c'est vraiment ça, complètement. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, tu vois, j'ai revu, alors je suis pas baptisée au sens catholique du terme. Oui, catholique, au niveau catholique. J'ai été baptisée chez les évangéliques, j'avais 42 ans, un truc comme ça. Mais finalement, je me rends compte que j'avais pas du tout de culture religieuse au sens propre du terme. J'avais plus été attirée par l'esprit de famille, le chant, le côté, tu vois, spirituel, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de rentrer dans un dogme religieux, donc j'en suis sortie, mais je m'étais quand même fait baptiser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai vécu tout ça, cette peur d'être rejetée, cette peur d'être jugée, comme étant perchée, nanana, j'ai ressenti, j'ai vu Jésus sur sa croix qui se faisait cracher là-dessus, lapidé parce que justement il était dans cette croyance, tu vois. J'ai ressenti en fait ce côté rejet total parce qu'on était dans un amour inconditionnel. Et dans une forme de grandeur, et il y a quelque chose qu'on dégage en fait et qui est frais. C'est ça. Donc du coup forcément… C'est ça. Alors que pourtant je te dis, j'ai pas fait le catéchisme, j'ai pas fait tout ça. Mais là, à ce moment-là précis, j'ai revu cette scène, tu vois, parce que ça m'avait marqué
tu vois, dans cette histoire, hein, qu'on connaît tous plus ou moins. J'ai 3 Bibles à la maison, j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi ça a fait tant de mal dans le monde. Il faut essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on nous dit. C'était important pour moi de vraiment lire ce bouquin et d'essayer de voir un petit peu les messages derrière. Il y a des choses très très fortes quand même, quoi qu'on en dise. Le problème, c'est ce qu'on en a fait derrière. C'est l'interprétation. C'est l'interprétation et l'enfermement. Voilà, ce que je supporte pas, c'est ça. C'est cet enfermement qu'on a mis déjà en créant des églises, comme si on pouvait prier que dans un lieu si on pouvait trouver Dieu qu'à cet endroit-là. Voilà, et puis tout ce qui en découle aussi, et puis cette supériorité masculine aussi qui est très présente quand même, quoi qu'on en dise dans la Bible. Mais après, il y a des choses tellement, des fondements, tu vois, le coup je l'emploie souvent, au lieu de retirer la poutre, non, la paille dans l'œil de ton voisin, on retire la poutre dans celle que tu as. Je trouve ça, tu vois, c'est des trucs qui sont tellement logiques et énormes que j'adore des fois avoir des références. En question, quoi. Oui, ça remet en question. Et là, cette peur justement d'être jugée, elle est très forte et j'en parle souvent avec des personnes justement qui ont découvert cet éveil. Qui étaient justement soit ça peut être dans la médecine, ça peut être des conférenciers de choses dans les neurosciences, enfin des trucs très sérieux, très liés à des diplômes, très liés à une science, à la science, et puis finalement qui ont découvert toute cette dimension spirituelle et sans limite. Eh bien, ils n'osent pas y aller parce qu'ils ont toujours été vus avec cette étiquette tu vois, avec le diplôme et le côté très officiel et voilà, c'est bien, on est sérieux, on a été, tu vois, et tout d'un coup, ils se rendent compte que tout ça, c'est que des outils, machin, mais que la vérité, elle est là, elle est dans cet être sans limite, et voilà, et donc que tout ce qui est connaissance intellectuelle vient servir, en fait, ça, c'est pas le contraire, c'est pas la spiritualité qui vient servir la connaissance. C'est bien la connaissance qui vient servir, qui est au service de cette âme et de ce spirituel. Et quand on comprend ça, on se libère un peu plus du regard des autres, etc. Aujourd'hui, j'assume pleinement et je me rends compte que les clientes qui viennent à moi, elles viennent à moi pour ça. Et que quand elles veulent créer leur projet, moi j'ai créé des tas de projets en entreprise, donc le déroulé, je le connais par cœur, je sais où est-ce qu'on peut trouver de l'argent et comment, que ce soit avec les banques ou hors banque, comment on fait pour sa communication, pour développer. Le process, pour toi, c'est OK, quoi. Pour moi, c'est plus qu'OK. Il y a un chemin, voilà, un papier à musique qui est tout le temps le même. Mais par contre, après, il y a tout le cœur, il y a toute la flamme que tu mets dans ton projet. Tout ce qui vient changer, c'est la couleur, ta mission, ton pourquoi, vraiment qui tu es, qu'est-ce qui te fait vibrer, etc. Et c'est ça qui est important. Et quand tu repars de zéro, ou quand tu démarres de zéro, si tu n'as pas ça de poser, ton sens, tu le trouves où, quoi? La force, tu la trouves où quand il y a la tempête? Parce que c'est ça le truc, c'est que tu peux, avec tes connaissances, machin, monter des beaux trucs et de l'argent et machin, ok. Mais le jour où il y a une tempête, le jour où vraiment il y a quelque chose qui, tu sais, le petit caillou qui vient dans l'engrenage, tu as tout qui s'écroule et toi avec. Il y a tout qui s'écroule parce qu'il n'y avait pas de sens dans ce que tu faisais. Du coup, il n'y avait pas de base, de structure, en fait, de fondation. C'est ça. Soit tu le faisais pour faire plaisir à papa ou maman, soit tu le faisais parce que c'est bien de le faire. Ou parce que tu avais peur et que du coup, il fallait trouver quelque chose qui allait te permettre de survivre. Enfin, voilà, on a tous après… Tu le fais parce que, oui, mais ça ramène de l'argent. J'en parlais encore avec une dentiste qui ne veut plus entendre parler de dents de toute sa vie. D'accord? Et elle a du mal à s'extraire de ça parce que papa, maman, dentiste, nana, t'imagines. Et puis une sécurité aussi. Une sécurité, on gagne très formaté par notre société, très conditionné, etc. Exactement. Et dès qu'on lâche, on a peur de ce vide-là. Mais elle est en burn-out. C'est pour ça que ton témoignage, il est hyper intéressant, quoi. Tu vois, par rapport à ce moment où tu dis, voilà, j'avais plus rien, quoi. J'avais des dettes, etc. Mais je continue à sourire. Je continue à sentir que j'étais vivante, quoi. Attention, c'est bien de revenir là-dessus parce que, oui, j'ai eu cette période, on va dire presque, je sais pas comment on l'appelle. D'extase. D'extase. C'est ça. Hein. Voilà. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est là.
Et puis, bien sûr, après, le bas astral, j'ai envie de dire. Hein, tu sais, le côté obscur, le côté obscur, elle est là. Hein, parce que les lettres, les recommandées, comment tu fais pour acheter à bouffer, comment tu fais pour payer ton loyer, etc. C'est là. La peur, quoi. La peur et puis la réalité matérielle. Tu vois, elle est là, elle revient, elle te prend à la gorge, elle vient te Mais c'est pas pour rien que je dis la peur, parce que pour moi, en fait, c'est comme si tu avais connecté l'amour. Oui. Et que du coup, tu sais, il y avait toutes ces menaces de peur, en fait, qui disaient alors le choix de l'amour quand même ou pas, malgré ce truc-là, c'est vraiment la peur qui rôde. Pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler le diable et Dieu. Bah, après, moi, je suis pas hyper dans la religion, etc. Je crois en ses enseignements, etc., etc. Je crois pas aux démons, je crois pas au diable. Je crois qu'effectivement, il y a des énergies qui sont plus denses, etc. Mais voilà, bref. Et ça me fait penser un peu à ça, comme si tu avais connecté quelque chose de l'ordre du divin. Et qu'il y a un petit peu le démon qui venait rôder autour en disant alors, ton choix de l'amour, tu vas continuer à y croire, tu vas continuer à le faire, tu vas continuer à avancer dans cette direction, ou alors tu vas te laisser attraper par toutes ces peurs qui sont concrètes. Exactement, comme tu dis, c'est matériel, il y a quand même 40 000 euros de dette, voilà, il y a des huissiers, etc. C'est concret. Mais c'est comme si ça venait te chercher au niveau de la peur pour toi te tester dans ce truc-là que tu as connecté au niveau de l'amour, au niveau de… Oui, en fait… c'est ce côté obscur, là, ce côté noir, pour pas l'appeler diable ou quoi, pour moi, c'est une zone de non-sens. Tu sais, c'est quand tu as un petit peu bu, tu sais, cette notion de quand tu as bu un petit peu d'alcool, et puis que tout d'un coup, on te lâche quelque part, tu sais plus où t'es, tu sais plus où t'habites, tu sais plus dans quelle direction aller, tu n'as plus de repères. Et là, c'est mais comment je fais quoi? T'es perdu, t'as plus de sens à rien, t'es désorienté, voilà. C'est une sensation assez désagréable. T'es balancé dans un endroit que tu connais pas. Et c'est cette notion qui est horrible et qui est hyper inconfortable. Et après, tu as cette zone où tout est évident, où n'importe où que tu ailles, tu sais que de toute façon, ça va aller. Voilà, il n'y a pas de chemin. La foi, en fait. La foi. Tu sais que ça va aller, tu sais pas pourquoi, mais tu sais que ça va aller. Ça va aller. C'est dedans. C'est ça. Je suis là, tout est là. De toute façon, voilà. Et là, c'est juste énorme quand tu arrives à être là-dedans. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est naturel. On n'est pas baigné dans cette culture-là depuis qu'on est bébé. Et malheureusement, même moi, c'est dommage que je n'ai pas eu toute cette culture-là avant la naissance de mes enfants, parce que j'aurais pu leur donner plus justement de force à cette philosophie de vie, en fait. Hein. Je pense que de toute façon, en tant que mère, la première fois que j'étais maman, j'avais 24 ans, j'étais encore dans cette force obscure, hein, de cette zone de non-sens où on répond à des critères sociétals, familiales, on est encore ancré dans nos schémas, dans nos vieux schémas, on est fidèle à notre famille, hein, quoi qu'on en dise. À 24 ans, on n'est pas fini encore, hein, on est encore dans tout ça. Hein. Donc, j'ai eu ma première fille, mon deuxième fils. Donc, je sais que je leur ai donné de façon inconsciente dans l'éducation, c'est mes peurs, mes propres peurs. C'est naturel. C'est naturel, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est leur bagage, c'est leur histoire aussi. Voilà, après, c'est leur chemin aussi. Alors aujourd'hui, heureusement, ils sont encore en capacité de comprendre les choses, donc je les aide comme je peux justement à essayer de couper. Mais c'est moins évident que quand dès la naissance, on t'apprend la liberté d'être, quoi. Tu vois, et on t'enclave pas dans des… Ça serait vraiment le cadeau le plus merveilleux qu'on puisse offrir à nos enfants dès la naissance, c'est ça. Voilà, cette liberté d'être. Alors bien sûr, j'ai pas 90 ans et il me reste encore quelques années pour essayer de profiter justement au mieux de cette nouvelle, de ce nouvel état. Mais bon, voilà, je suis un petit peu nostalgique de me dire, merde, toutes ces années passées à te prendre la tête pour rien, parce que tout est là. Et ça, c'est terrible. Hein. Voilà. Si j'avais un seul regret aujourd'hui, ça serait ça. Ça soit pas passé plus tôt. Quoi. Ouais, de m'être pris la tête comme je me la suis prise sur des trucs. Et en même temps, la vie, c'est comme un voyage initiatique. C'est aussi toutes ces étapes qui font qu'aujourd'hui, t'en es là. Ça. Donc, ce qui est important, c'est justement de disfrutar, comme on dit en espagnol. J'aime bien ce mot disfruter. Ça n'existe pas en français, mais c'est ça, en fait. C'est de savourer le fruit. Alors, attends, je regarde, excuse-moi si c'est pas ma fille. Ah non, attends, bon. Tu veux que je mette non, voilà, c'est bon. C'est bon. Comme elle est. Hop, j'ai un cheveu.
C'est un cheveu d'ange. Attends, je vais voir. Voilà. Ouais, c'est ça, de pouvoir savourer ce qui est là, quoi. C'est ça. Savoir apprécier ce qui est là. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vraiment développé l'observation de ce qui m'arrive, en fait. C'est quoi les signes? C'est quoi les signes? Alors qu'avant, je pense, tu sais, la chanson qui est super connue, I was blind and now I see. Avant, j'étais aveugle, maintenant je vois. Cette chanson de gospel que j'adore, c'est ça. En fait, c'est tout simplement ça. C'est vraiment, c'est aujourd'hui d'être vraiment d'avoir les yeux, le cœur ouvert et puis de plus avoir de filtre. Tu vois, par exemple, la manière dont on s'est rencontrés, je ne me suis pas posé 50 questions. Allez, j'y vais. Ouais, je suis venue chez toi. Fluide, 3 jours après. Ouais, c'est ça. Tu vois, même sur Facebook, il y a des personnes avec qui ça match en échange Messenger. Allez, on va boire un verre, on se rencontre. C'est arrivé avec une fille qui était au Québec. T'imagines, elle habite au Québec et on s'est rencontrés à Perpignan cet été. Elle est venue en France, elle m'a appelé, Isa, est-ce que tu pourrais aider? J'ai dit ok, allez, j'ai été à Perpignan et on s'est rencontrés, on a passé 4 jours super, on est allé en Espagne et maintenant elle va être chroniqueuse sur les Magiciennes d'Oz, ça me fait une ouverture au Canada, c'est génial. C'est génial parce que là-bas ils ont une grande ouverture aussi sur le développement personnel, c'est ça. Et voilà, là j'ai, comme on dit, plus qu'un contact, c'est vraiment… Une personne ressource. Ouais, voilà. Tu vois, je me dis, il n'y a plus les mêmes filtres. J'ose, j'y vais. Je sens, je ressens que là, ça me met bien, quoi. J'y vais. Et dans l'inverse aussi, maintenant, je m'autorise. Si je ne sens pas, j'y vais pas. C'est important. Voilà. Mettre en lien avec soi, en fait. C'est ça. C'est à la fois voir et à la fois aussi sentir ce qu'il y a à l'intérieur de soi et de j'ai envie, j'ai pas envie et de respecter ça, en fait. Alors, dans le je vois, pour moi, c'est ça. Voilà. Comme dans Avatar, quand il dit je te vois, c'est voilà, je te sens, je sens ton âme, je te vois au-delà de tout. Pour moi, j'adore ce film. Ça m'a beaucoup fait triper, en fait. Et j'aimerais qu'un jour, un homme me dise ça. Je te vois, voilà. Et pour moi, c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on puisse faire à quelqu'un. Si je te vois, je te reconnais. Et c'est vraiment d'âme à âme qu'on se parle, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, tu parlais de chemin initiatique, voilà. Et Magicienne d'Oz, alors c'est ça. C'est un chemin initiatique, comme le Magicien d'Oz, où Dorothy elle part sur son chemin et qu'elle rencontre le lion qui manque de courage, l'épouvantail, la sorcière. Elle rencontre des gens. Et la vie, c'est ça, c'est des rencontres. Tout le temps, des rencontres. Et qui nous apportent, ou pas. En tout cas, il y a un échange. Ça nous apporte toujours, mais des fois, c'est moins sympa que d'autres. C'est ça. Des fois, ça fait moins plaisir. Sur le premier coup. Oui. Sur le premier coup, parce qu'aujourd'hui, par exemple, mon ex, je suis super contente parce que ce que j'ai vécu, aujourd'hui, m'a fait grandir et j'ai compris pourquoi ça s'est fini et pourquoi j'étais malheureuse et pourquoi et tout ça. Et c'est génial parce que même sur le coup, on se dit oh merde, mais pourquoi j'ai vécu ça? Mais après, on se dit ah mais ouais, mais trop bien parce qu'aujourd'hui, je sais encore mieux ce que je veux, encore mieux ce que je encore ne mieux veux pas, qui je suis, encore mieux qui je suis, ce que je suis en capacité d'accepter ou pas, poser mes limites. Ça. Et puis ça m'a apporté de toute façon automatiquement, ça m'a apporté quelque bien chose. Sûr. Et ça, c'est génial. Et moi, je sais que je lui ai apporté aussi autre chose. Ça a dû le faire aussi mûrir de son côté. Donc, rien que ça, de toute façon, c'est l'équilibre de la nature, c'est ça. C'est donner, recevoir et que tout se transforme. Et ça renaît sur quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est juste magnifique, quoi. Et donc, ce spectacle, Les Magiciennes d'Oz, c'est un résumé de tout ce que j'ai dit. Voilà. C'est la magie des rencontres et que tout se transforme. Et c'est une prise de conscience qu'on est vraiment comme, c'est vraiment le colibri, qu'on est tous interdépendants les uns des autres, même si on ne se voit pas, même si on n'habite pas sous le même toit, on est interdépendants dans ce monde et qu'on ne peut pas être individualiste. On ne peut pas rester dans cette énergie-là, c'est pas possible. On fait partie d'un tout. Quand on jette un truc par terre, on sait que ça a une conséquence sur l'échelle de la planète. Le choix de l'école de nos enfants, le choix du produit de salle de bain, le choix du produit de nettoyage, je veux dire, ce qu'on met dans notre corps,
la façon dont ce qu'on va choisir chez le coiffeur, si on prend une couleur naturelle ou une couleur chimique, quand elle rince sa couleur, tout ça, ça part dans la nature. Tout a une conséquence. Tout a une conséquence. Les mots qu'on emploie, l'agressivité ou pas qu'on va employer, la pensée. Quand on regarde quelqu'un à la télé, qu'on dit oh putain quelle connasse, ou t'as vu ce gros cul, t'as vu... Non mais ça a une portée. Tout a une portée. Qu'est-ce qu'on se renvoie à nous-mêmes? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on se renvoie à nous-mêmes? C'est terrible. Et s'il y a des enfants autour, t'imagines un peu les dégâts que ça fait. Alors bien sûr que la télé, c'est une espèce de déversoir comme ça où personne ne nous entend. Donc c'est la facilité. C'est la facilité. Et puis, ça veut dire qu'on écoute nos instincts les plus bas. Comment on peut systématiquement arriver à faire monter à notre cerveau des choses critiques et négatives? Pourquoi il n'y a pas autre chose qui vient de se dire waouh, ah ouais, c'est pas mal. Bon, écoute, mais c'est pas génial, mais au moins elle a essayé. Quoi. Non, on va dire oh là là, mais t'as vu, mais celle-là, elle sait même pas parler. T'as vu ce Nasbrock, t'as vu ce con, t'as vu si. C'est systématique. On entend ça tout le temps. Les émissions où les gens se moquent parce qu'il va tomber, parce qu'il va... C'est horrible. Hein, on est tout le temps en train de se moquer. C'est hyper violent. C'est hyper violent. On se dézingue tout le temps. Tout le temps. Voilà. Et comment veux-tu que les gens, ils osent après? Comment veux-tu être courageux à oser? Mais c'est sûr que... T'as peur d'être jugé. D'être lapidé même. Lapidé, ouais. Ça va plus loin que d'être jugé, là. Pour le coup, on te jette vraiment des tomates dessus, quoi. Mais attends, mais mon gars, mais tu fais quoi, toi, de ta vie? Avant de critiquer, regarde-toi, merde. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour changer les choses? Souvent, les gens qui critiquent, c'est justement parce que, en fait, eux, ils se sentent pas en capacité d'aller à cet endroit-là. Je pense que les gens qui osent s'exprimer, ils témoignent d'une certaine liberté d'être, en fait. Et parfois, ça renvoie à la violence de pas s'autoriser cette liberté d'être. Donc, du coup, on va créer ce jugement. Ça peut être une des raisons. Je ne dis pas que c'est systématique. Mais souvent, il y a de ça, quoi. C'est un reflet, en fait. C'est un miroir. Et la télé, c'est le plus clair c'est le ramassis. Mais du coup, comme c'est tout ce qu'on voit, comme c'est un peu violent, comme c'est un peu agressif, comme ça nous renvoie à notre côté hyper archaïque, etc., dont on a peur. Donc, du coup, forcément, on va aller le critiquer pour pas que ça vienne jusqu'à nous, en fait. C'est comme si on le mettait à distance, quelque part. C'est quelque chose qui est en train d'arriver sur nous. Et par peur de voir ça comme un miroir, etc., on va se mettre à le critiquer pour pas que ça vienne jusqu'à nous et que ça vienne nous chercher dans nos limites. Je sais pas, je dis ça comme ça, là, parce que c'est ça qui me vient, mais tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, en plus... on le voit même dans les infos. Pourquoi on nous habitue depuis 50 ans, 60 ans que la télé existe, pourquoi les informations sont automatiquement synonymes de ce qui va mal? Pourquoi? Peur. Tout le temps, enfermer les gens dans la peur. Tout le temps. C'est une manière de maintenir le peuple sous la coupe, quoi. C'est une manière de garder... Quelqu'un qui a peur, tu fais ce que tu veux de lui. C'est dramatique. Mais on avance. Vraiment pas. Alors aujourd'hui, on ose couper la télé grâce à Internet. Merci Internet. Mais merci, quoi. Parce que grâce à ça, on a accès à l'information, à de la vraie information. Alors bien sûr, voilà. Après, à chacun de garder aussi son esprit critique. Voilà. Une grosse partie de bas astral aussi sur Internet. Mais par contre, il y a tout en fait. Voilà. Donc après, c'est à chacun de choisir. On nous impose pas. Moi, je choisis. C'est génial pour ça. Et puis, ce que j'adore aussi sur Internet, c'est que du coup, on a plus accès à des gens qui nous renvoient du positif, de l'amour. Tu vois, des émissions, des petits trucs, même des interviews comme la tienne. On en voit, on ne va pas parler de choses horribles, dramatiques. Non, au contraire. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment un dialogue d'espoir, que ce soit autant toi que moi. Ça. On est vraiment dans ce truc-là où... on a fait le choix de nous-mêmes, en fait, où à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui me fait vraiment rêver, ok, je vais prendre en compte les peurs qui sont là, parce que c'est pas rien de faire ces choix, mais on y va. Et je pense qu'autant toi que moi, on est vraiment dans cette envie de partager ce message-là pour que, justement, chacun puisse trouver cette force à l'intérieur d'aller réaliser les rêves, d'oser, quoi. C'est ça que j'adore aussi dans ce titre, Les Magiciennes, d'ose, quoi. Ose, quoi. C'est ça. Et puis... comment dire, le spectacle, il est là aussi pour dédramatiser
et déculpabiliser. C'est-à-dire que c'est pas facile d'oser, d'accord? Bien sûr qu'en ce moment, on entend ça à toutes les sauces. Hein. Moi, la première fois que j'ai sorti ce spectacle, c'était il y a 3 ans. On en parlait un peu, puis maintenant, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une espèce de montée comme ça, d'encouragement à l'audace. Même chez les femmes, c'est très fort. Toutes les femmes aujourd'hui qui veulent être entrepreneuses, etc. C'est génial, c'est super, il faut continuer. Mais c'est un vrai défi. Mais c'est un vrai défi. Voilà. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'effet inverse, parce que le fait de ne pas y arriver, eh bien, on perd en confiance en soi, en estime de soi, et on fait marche en arrière, et après on s'endurcit encore plus. Et ça vient renforcer nos croyances, on revient sur nos peurs. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. C'est vraiment de trouver ce juste milieu entre ma force, entre mes capacités, mes ressources qu'il y a à l'intérieur de moi et où est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide pour être accompagnée à cet endroit. C'est ça, complètement. Et toutes les personnes, moi, que j'accompagne en ce moment, il n'y a pas de hasard, hein, c'est que le message doit passer parce que c'est vraiment des personnes qui sont typiquement dans cet état-là, dans cet espace-là, où elles ont, voilà, tu vois, elles ont envie, elles ont un projet, mais il manque ce déclic, tu sais, ce dernier petit truc à remplir où on ose complètement déployer et y aller, parce qu'après, je te dis, c'est plus de l'administratif, de la communication, du marketing. Ça, tu vois, c'est pas ça qui est le plus difficile en soi. C'est vraiment de prendre confiance définitivement dans sa légitimité, d'oser être cette personne-là. Tu étais caissière à Auchan et tu veux devenir sophrologue? Et alors, oui, c'est possible. Et tu peux même devenir la meilleure sophrologue de France si c'est ça que tu veux être. Oui, c'est possible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu perds quoi? Tu vas peut-être perdre un cercle d'amis qui sont, elles aussi, dans des boulots qui ne correspondent pas à leurs rêves. Tu vas peut-être être jugée par ta famille parce que être à son compte, ça veut dire que tu perds un statut de salarié, même si tu n'as aucune reconnaissance, aucune possibilité d'évolution, etc. On sait très bien que c'est très mal payé, que c'est un boulot super difficile, etc. Mais le fait de vouloir quitter ça, tu peux aussi donc créer des ruptures de ta famille, tes amis, etc. Tu peux avoir ton mari aussi qui te dit mais t'es pas folle, comment tu vas faire? Puis c'est quoi sophrologue? Je connais pas ce truc, on peut pas guérir en faisant du souffle, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Et là commence le mental. Les croyances, les peurs, le peut-être qu'ils ont raison, peut-être que si tu n'es pas accompagné à ce moment-là, dans cet espace-là, pour te donner cette confiance et de dire oui, tu peux sortir de ça. Et que le risque zéro, il n'existe pas, il n'existe pour personne, mais donne-toi la chance parce que quand tu seras à l'orée de ta mort, que tu auras 90 ans et que tu vas mourir, tu vas te dire quoi en te regardant, en regardant ta famille, tes enfants, la vie que tu as eue. Tu vas dire merde, mais pourquoi j'ai pas osé? Qu'est-ce que j'avais à perdre? Des emplois de caissière, tu peux en retrouver un. Au pire, si tu t'éclates pas et que ça marche pas. Mais oser devenir sophrologue, ça va pas se présenter 10 fois à toi, quoi. Et donc ça, c'est vraiment voilà cet espace-là qu'il faut nourrir. Et tu peux pas le nourrir en regardant la télé, c'est pas vrai. C'est pas possible. Si tu peux, mais ça suffira pas. À un moment donné, il faut quand même sortir de chez soi, faire des rencontres. Voilà, il faut s'arracher. Voilà, moi j'aime bien employer ce mot parce que c'est comme quand tu arraches vraiment tu déterres une plante ou un arbre pour la changer et la mettre dans un plus grand espace. Il faut s'arracher. Il faut s'arracher de son terreau, de son milieu dans lequel on a toujours été. On est bien pépère. On est un peu serré, mais on est super pas bien. Il y a des mauvaises herbes, on n'est pas du tout regardé. Le pot, il est comme ça, on a déjà des racines qui sont comme ça. Mais au moins, on sait où on est. On sait où on est, on connaît. On a son arrosage régulier, un petit peu de soleil, pas trop, une fois par mois. Non, une fois par an. 10 jours au camping chez Jean-Pierre. Allez, on est content. Eh ben non, tu peux t'arracher. On peut t'aider à t'arracher et aller butiner ailleurs et t'épanouir et devenir voilà, la belle fleur que tu mérites d'être. Et ça, c'est important. Et il y a des tas de témoignages de femmes qui pourraient jamais plus revenir en arrière et qui sont super heureuses d'être ce qu'elles sont. Et des hommes aussi, d'ailleurs. Et des hommes aussi. Alors, je dis les femmes. Parce que tu as l'habitude. Voilà, parce que je me suis inscrite sur l'accompagnement des femmes et de plus en plus j'ai des hommes qui viennent. Donc, mais je pense que les femmes particulièrement avaient un gros besoin et ont encore. Ouais.
Mais parce que enfin, justement, dans notre société, c'est récent d'avoir le droit d'être une femme, quoi. On est d'accord. Avoir la liberté, les droits, etc. Enfin, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est très, 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 très récent. Donc, qu'on fasse du channeling, qu'on fasse du coaching, qu'on soit chanteuse d'opéra ou garagiste, hein, peu importe les vocations, hein, j'ai envie de dire, l'idée, c'est de faire ce qui nous fait vibrer, quoi. Il y a des femmes qui adorent la mécanique. Hein. Moi, je sais à peine ouvrir mon capot, mais il y en a qui adorent ça. Ouais. Et pourquoi pas? Enfin, l'idée, c'est pas de coller comment on dit, au modèle de société, etc. C'est ça, au modèle des autres, en tout cas, mais vraiment de correspondre à ce qu'on adore faire, quoi. Et la vie est tellement plus agréable quand tous les matins, on se lève et qu'on fait un truc qui nous fait kiffer. Ouais. Et puis honnêtement, je pense que dans ce moment-là de notre société, ça s'y prête complètement. On voit bien qu'il y a de plus en plus de choses qui se développent autour de l'auto-entrepreneuriat, de la liberté de l'emploi, etc. Avec le statut d'auto-entrepreneur, excuse-moi, mais tu prends zéro risque. Tu gagnes rien, tu payes rien. Alors que moi, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, quand j'avais 20 ans, c'était obligatoirement la SARL. D'entrée de jeu, tu avais des charges, des machins, un truc qui était enfermé dans un statut juridique très carré et très, très lourd, hein, comparé à aujourd'hui. Attends, mais c'est vraiment… Tout est fait aujourd'hui pour qu'on soit dans cette liberté-là d'être. Honnêtement. Même si ça arrange certains et que c'est pour ça aussi qu'ils facilitent ça, parce qu'une société peut-être un peu capitaliste, etc. Mais c'est pas grave, c'est juste, il y a un contexte et comment je peux, moi, trouver ce qu'il y a de mieux pour moi à l'intérieur de ce contexte. Alors, on n'a pas le choix de vivre à l'intérieur de cette société. Tout à fait, exactement. Parlons-en de cette société capitaliste. Qu'est-ce qui est gênant dans le capitalisme, en fait? C'est l'excès. Bien sûr, il y a des aberrations. Voilà, on en vient vraiment à être… En plus, c'est compliqué parce que si aujourd'hui on voulait s'en défaire, on serait complètement à poil, toi et moi. Hein. C'est clair. Parce que je ne veux pas savoir comment elle a été faite, cette chemise. Hein. Je l'ai payée chez H&M 29 €, un truc comme ça, ou même pas. Enfin, je veux dire, si on remonte la chaîne, ça nous fait peur. Donc, on est prisonnier là aujourd'hui quand même d'un système, c'est compliqué. Hein. Donc, la seule chose qu'on peut faire à notre niveau, en tout cas, c'est de nous, dans notre activité, dans notre quotidien, de faire d'autres choix dans l'alimentation, dans l'éducation, dans notre rapport à l'autre. Déjà, d'amener autre chose. Mais on ne peut pas être sur tous les fronts. On est une équipe, on est complémentaires. Il y en a qui vont aller gérer ça, nous, on va aller gérer autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Souvent, je donne cette image de l'entreprise en disant, mais si la secrétaire, elle se mettait à faire la communication, et puis, etc., ça n'aurait aucun sens. La secrétaire n'a pas besoin de s'occuper de la communication, elle s'occupe de son poste et c'est comme ça que l'entreprise fonctionne. Et pareil pour chaque poste, l'humanité pour moi c'est vraiment la même chose. Et en étant connectée à ce qui me fait vibrer, à ce qui me plaît, etc., je suis juste en train de faire mon taf dans cette équipe qu'est l'humanité. Oui, mais attention, parce que en se disant chacun fait son taf et je démerde, tu vois, ça nous réduit quand même à oublier cette interdépendance et que c'est quand même bien que le patron prenne conscience des difficultés de la secrétaire qui ne fait bien sûr, que la colle et que la secrétaire prenne conscience de la difficulté que d'être patron aussi. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est pas… Moi, de toute façon, une entreprise, elle ne fonctionne que s'il y a du lien entre chaque part et qu'il y a de la communication, etc. C'est je fais ma part à l'intérieur de l'entreprise, mais en considérant le tout. Il y a une vraie cohésion et dans notre société, c'est pareil parce qu'on pourrait dire, bon, écoute, moi, j'ai fait mes 3 bosses là, j'ai contribué, le reste, je m'en fous. Tu achètes tes bouteilles en plastique sans culpabiliser, tu jettes tout n'importe comment. Tu sais, non, c'est pas possible. Quoi. Il faut quand même avoir une conscience globale et après, on sait sur quoi nous, on peut acter de façon individuelle. Mais au niveau collectif, il faut avoir une conscience. La conscience collective, elle existe. Tout à fait. On est des êtres de contribution par nature, en fait. Donc, ça fait partie de ce que nous sommes. Ça fait partie de ce que nous sommes. Tout à fait. Et quand on n'arrive pas à nourrir ce besoin-là de contribution, mais quel que soit l'individu, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui nous manque. On sent qu'il y a une tristesse, c'est un besoin naturel. Oui, tout à fait. Parce qu'on est indépendant. Et je pense très honnêtement que ceux qui se disent coupés de ça, tu vois, qui sont enfermés dans leur chacun pour soi et dans son petit truc, je me dis,
obligatoirement, ils vont être obligés de revenir sur Terre pour rejouer quelque chose qu'ils n'ont pas joué là. C'est pas possible de passer toute une vie sans prendre conscience de l'importance de ce monde, quoi, de ce tout, quoi. C'est pas possible. Soit c'était, voilà, il est venu sur une vie pour régler autre chose, mais à un moment donné, il va devoir, tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est pas possible. On peut pas passer une centaine d'années sur Terre sans prendre conscience de l'existence de l'autre. C'est pas possible, il y a un truc qui déconne, quoi. Donc, je veux bien croire qu'on ait des niveaux de conscience différents les uns des autres et que l'élévation, elle peut être longue, plus pour certains que pour d'autres. Ça, je peux tout à fait l'entendre et le comprendre. Mais passer toute une vie, moi, j'ai eu travaillé en maison de retraite, mais je suis désolée, mais tu as des vieux cons qui sont partis avec aucune conscience et qui étaient encore à cracher sur leur femme ou sur leur infirmière. Incroyable. Tu te dis qu'en vieillissant, quand même, quand tu es proche de la mort, de l'amour, j'allais dire, je pense que c'est quand tu es proche de la mort et que tu vas passer justement dans quelque chose que tu ne sais pas, tu vois, tu as au moins une certaine humilité Non. Oui, mais parce que c'est des gens qui, je pense, qui ont beaucoup souffert et que quand tu atteins un tel niveau de souffrance, du coup, tu n'es plus en capacité. Ou pas. Généralement, je pense que les gens qui sont dans un tel état d'être aigris, d'être dans la colère, etc., généralement, plus de il y a de la frustration. Ouais, tout à fait. Mais on sent bien que c'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas bien dedans. On ne peut pas être frustré et bien d'être frustré. Je pense qu'il y a une colère à l'intérieur qui génère ça et qui n'est pas confortable. Il n'arrive pas à switcher, en fait. Il n'arrive pas à lâcher. Tu vois, le masque, le truc, le machin. On reste dans notre truc enfermé. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a même des jeunes qui sont comme ça, qui ne veulent pas bouger de cette structure. Après, on n'est pas tous venus expérimenter les mêmes choses et c'est ça qui fait aussi la richesse de cette terre qui est, je pense, un terrain d'expérimentation. C'est pas facile, mais si on était tous au cuqui les petits oiseaux, on ne pourrait pas avancer en fait parce que on a besoin d'être confrontés pour aller voir comment je réagis par rapport à ça, où est-ce que je pose des limites, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. On a besoin d'avoir quelque chose qui s'oppose en fait pour savoir que on n'est pas ça, pour savoir que ça ne nous convient pas. Donc, il y en a qui viennent jouer ce jeu-là. Qui viennent jouer ce jeu-là, oui, tout à fait. C'est ce que disait d'ailleurs Grégory Mutombo. Qui on est pour juger mais complètement. Mais il y a une espèce de plan comme ça qui est fait. Et il faut accepter justement ces personnes qui sont dans ce bas et qui vont… Mais excuse-moi, mais des fois, c'est plus fort que moi. Quand j'entends des Zemmour te dire que tu n'aurais pas dû t'appeler Dalila parce que ça ne fait pas français et que c'est pas bien… Mais c'est plus fort que moi. J'arrive pas à rester impartiale et ne pas réagir. Ce genre de choses, pour moi, c'est vraiment une manière en fait de se connecter à nos émotions parce que ça va venir réveiller quelque chose à l'intérieur de nous et du coup, c'est est-ce que je reste focalisée en laissant ma caméra à l'extérieur ou est-ce que je suis en capacité de venir tourner la caméra à l'intérieur et d'aller voir ce qui se passe en moi, quoi. Moi, ce qui me fait le plus mal, tu vois, à travers les propos de Zemmour, c'est pas tant ce qu'il dit, en fait. C'est plus la façon dont c'est véhiculé, en fait. Qu'on autorise. En même temps, si on choisit une société à la liberté d'expression, qui on est pour dire, lui, il a le droit de parler, lui, il a le droit de parler. Mais c'est ça la complication du truc. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer, mais ce qui est important, c'est pas de faire taire ceux qui parlent, mais c'est de sensibiliser les gens pour apprendre à écouter. Pour apprendre à écouter, à qui je donne mon pouvoir, qu'est-ce que je fais de ce que j'entends. C'est ça, pour moi, le travail, il est à cet endroit-là, de permettre à chacun de reprendre son pouvoir. Parce que si on dit, par exemple, ces gens-là, ils ne devraient pas avoir le droit de s'exprimer, c'est comme si on alimentait le truc de les pauvres personnes qui ne vont pas avoir l'esprit critique, etc. On continue d'alimenter cette privation de pouvoir. Mais complètement. Et puis en plus, comme tu dis, c'est un moyen justement de savoir toi où t'en es par rapport à ça. Mais quand même, quand je pense qu'il y a des enfants qui entendent ça, si tu veux, voilà, moi ça me heurte énormément. C'est toujours aux enfants que je pense qui sont les plus malléables et les plus fragiles, on va dire. Et qu'on voit que c'est porté par une chaîne publique reconnue et qu'on rigole même, les gens rigolent autour de lui, comme si c'était drôle, quoi. Mais mon gars, c'est pas drôle, quoi. Ok, dis-le, mais ne rions pas, quoi, n'alimentons pas ça. Voilà, donc tu as complètement raison sur l'idée que nous sommes en démocratie, dans l'idée, en tout cas, la liberté d'expression fait partie de notre société. Une certaine liberté, parce qu'on donne la parole à qui on veut, là aussi. Les gens trop perchés, on va plutôt les saboter aussi, quand même. Voilà.
Donc, ou alors on va lui et parmi d'autres, on va les traiter d'illuminés ou voilà. Donc c'est ça qui est un peu dommage aussi. Mais quand même, voilà, ça fait partie des choses. Voilà. Et en tout cas, dans le spectacle des magiciennes d'Oz le 24, la parole est donnée qu'à l'amour et puis à l'intelligence de cœur. Voilà. Donc, on va avoir des personnes aussi, des conférenciers qui allient la science, justement, et les étoiles, si je puis dire, hein, qui sont capables de lier ces deux choses, de parler d'amour et de science en même temps. Tu vois, comme Idriss Aberkan, pour ceux qui le connaissent, pour moi, c'est un des meilleurs chercheurs aujourd'hui. À 30 ans, avec 3 doctorats, il a fait le tour des connaissances. Il a compris que la vraie connaissance ultime, c'était la nature et l'amour, et que si on était plus à recopier la nature, on aurait moins de guerre et beaucoup plus un monde en paix et intelligent. J'adore Idriss Aberkan parce qu'il amène aussi les choses de manière totalement dénuée de politique, de tout ça. Et il revient aux fondamentaux de la nature. Il parle même que pour l'apprentissage, si on apprend par le jeu, ça rentre beaucoup plus facilement. Donc, il revient à l'enfance, tu vois, aux animaux. Il se compare. Les animaux, ils sont tout en train de jouer pour apprendre, etc. Donc, il explique tout ça très, très bien. Et voilà, au spectacle, ça va être ça. C'est pouvoir amener les choses simplement, faire prendre des prises de conscience, prendre des shoots d'amour et puis se divertir aussi, puisqu'il y a des artistes, parce que pour moi, l'art, ça reste le moyen d'expression ultime. À travers son art, on fait passer l'émotion, on fait partie des messages, que ce soit la danse, que ce soit le chant, que ce soit même des textes parlés. Voilà, c'est tout ça. En fait. Donc, du coup, c'est le 24 novembre 2018 à Toulouse, salle du Bascala à Bruyères. Oui, de 14h à 20h. Hein. Voilà. Et alors, concrètement, ça se passe comment? J'arrive, je viens pour le spectacle, qu'est-ce qui se passe? Alors, sans trop nous en dire, parce que j'imagine qu'il y a un petit peu de magie aussi. Bien sûr, donc l'idée, c'est spectacle-conférence. On n'a pas trouvé le mot qui voilà. Donc, on a été obligé de garder les deux parce qu'il y a des mini-conférences de 15 minutes max. Et il y a donc le format conférence, le format témoignage et le format artistique. Voilà. Donc, un coup, c'est un artiste qui monte, un coup, c'est quelqu'un qui vient témoigner, un coup, c'est un conférencier qui vient faire une conférence sur un thème. Donc, c'est vraiment très dynamique parce que c'est du temps court, parce qu'on sait que le temps de concentration, déjà là, on a dû perdre la moitié de la planète. C'est pas grave. Il reste une moitié, c'est bon. Le temps de concentration est court. Donc, si on devait écouter quelqu'un pendant 20 minutes ou demi-heure à chaque fois, ça serait beaucoup trop long. Donc, c'est entre 10 et 15 minutes max et entre 5 et 10 minutes pour les artistes. Et le sujet principal de cette année, puisque chaque année, il y a un thème, c'est comment créer un monde meilleur. Donc, on va aborder l'optimisme, on va aborder l'amour, on va aborder tous les outils qui permettent de créer un monde meilleur, c'est-à-dire dans la relation familiale, dans les relations entre nous, quoi. Voilà, déjà, la relation tout court. Donc, on va aborder la sexualité, parce que, évidemment, la sexualité fait partie des choses qui améliorent les relations. Hein. Il y aurait moins de tension dans la société si la sexualité était moins taboue, tu vois, parce qu'il y a encore aujourd'hui, quand on voit par rapport à l'homosexualité, encore tous les tollés que ça fait, quand on voit, voilà, et puis les idées reçues, on ne couche pas la première fois, souvent la femme passe pour une salope alors qu'elle n'a rien fait, tu vois, parce qu'elle va être habillée sexy, et voilà, si tu as été violée, c'est presque de ta faute si tu étais habillée, enfin, on a des carcans qui nous pèsent et qu'on se traîne encore de génération en génération. Donc, pour moi, la sexualité, c'était un thème que j'avais envie d'aborder. Et Sandra Marquez, qui est la sexologue qui va venir sur scène pour en parler, elle a ce petit côté en plus humoristique et détendu pour justement alléger. Le grand clou, on va dire, du spectacle, la cerise sur le gâteau, c'est plus joli qu'un clou. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. C'est ça, plus de goût. Exactement. C'est Philippe Gabillet, qui est un grand conférencier international, qui, moi, m'a beaucoup impacté personnellement par justement son talent d'orateur. Il a écrit sur l'audace, il a écrit sur l'optimisme, il a écrit sur la chance. Il est professeur de psychologie, de management, conférencier, formateur, bon, vraiment un truc comme ça.
Mais ce que j'adore, c'est sa personnalité. Il te parle d'optimisme, tu sors de là, T'es optimiste. t'es gonflé pour 3 mois. Quoi. Il est très impactant. Et je me suis dit, ce mec-là, il faut vraiment qu'il soit là avec nous cette année. Et la chance qu'on a, vraiment, c'est incroyable. Il est pris toute l'année. Toute l'année. Là, il est en Chine. Dans 3 jours en Afghanistan, au Liban. Il fait vraiment, il est toujours entre 2 avions. Et quand je l'ai eu au téléphone au mois de janvier, il m'a dit, moi, je suis libre que en novembre. D'accord. Et que les week-ends. D'accord. Alors, sachant que j'organise tous mes événements que les jours de pleine lune. Donc, le seul jour de pleine lune du mois de novembre, c'était le samedi 24. Voilà. Et il m'a dit, mais c'est formidable. C'est génial. Et il vient gratuitement au nom de la Ligue aussi, parce qu'il a créé la Ligue des optimistes de France. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très engagé. Et il vient donc nous faire une superbe conférence sur l'optimisme et avec une façon très, on se croit au théâtre. Tu vois, il aime faire rire, il aime battre et tout. Voilà, il maîtrise bien son art. Donc c'est un vrai cadeau. Et puis on a Fabrice Florent qui est le patron de Mademoiselle. Mademoiselle, c'est un magazine qu'on trouve sur Internet, un webzine, un magazine féministe. Engagée avec plus de, 50 chroniqueuses différentes qui parlent du rapport au corps, les complexes, la mode, la culture, les rapports familiaux, etc. Et c'est un magazine que j'ai connu grâce à ma fille Roxane qui a aujourd'hui 25 ans et elle est bercée par ce magazine depuis l'âge de 14 ans et elle a grandi avec. Et le patron, donc Fab, alias Fab, qui s'appelle Fabrice Florent, s'est entouré jusqu'à 80 personnes femmes, 80 femmes dans son équipe. Donc, c'est un mec qui a créé un magazine féministe, entouré que de femmes. Et voilà, c'était vraiment chouette. Et il a un profil, il est très humain, il est très proche de son public. Sur Instagram, il est tout le temps, il va à la rencontre du public, il est très proche de son personnel. Il est papa de 2 jeunes filles. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'il a créé un podcast qui s'appelle Histoire de Daron. Et il donne la parole à des papas qui parlent de leur paternité, donc comment ils ont vécu la grossesse, l'accouchement, l'éducation, etc. Et c'est des hommes qui parlent de ça. Et c'est juste croustillant et hyper puissant. Et donc voilà, donc pour toutes ces raisons, on a invité Fabrice et il va nous faire un témoignage, il va nous donner lui il va nous parler de son audace d'avoir fait ça, de la femme, du monde meilleur, comment lui le voit. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un super cadeau. Et ceux qui sont fans de Mademoiselle, parce que Mademoiselle, ça a quand même un succès énorme, vont être super contents de pouvoir rencontrer le fondateur c'est chouette. De ce magazine. Et le troisième homme, c'est Marcel Reda. Alors là, c'est ma cerise à moi sur le gâteau, puisque c'est arrivé complètement par hasard. Il n'était pas du tout prévu au programme. Et il se trouve qu'il y a 3 semaines, j'étais hyper fatiguée. Vraiment, j'avais beaucoup bossé la veille puisque j'avais eu un séminaire qui s'appelle Lève-toi et ose. Donc, j'avais énormément donné plein pot. Un séminaire, c'est quand même costaud. Et du coup, le lendemain, j'étais raide. Vraiment, j'avais tout donné. J'étais complètement vidée. Et j'étais une larve sur le canapé et je regardais les réseaux comme ça. C'est comme pour ne pas regarder la télé, j'étais sur les réseaux. Je regardais ce que publient les uns et les autres, mes amis ou mon réseau. C'est important aussi de rester connecté aussi à son réseau. Et là, je tombe sur un post. Donc, j'étais abonnée à lui sur sa page. C'est un pianiste, compositeur. Et un dimanche matin, il a une inspiration et il publie, il s'enregistre et il publie son inspiration du jour. Donc, il joue. Et là, putain, ça me parle comme ça. Je dis waouh. Et je lui envoie un message privé. Je lui dis arrêtez d'être trop bon là, c'est énervant, c'est génial ce que vous faites. Il me répond merci Isabelle. Et là, je me dis mais dans mon cerveau ça fait troum. Je lui dis mais Marcel, est-ce que ça coûte cher de faire une composition personnalisée, privée pour un événement? Et là il me dit ça dépend. Voilà. Merci, au revoir. Et je réinsiste, je dis voilà, je vous envoie le lien, je crée ça le 24 novembre et j'aurais besoin d'une composition, je vous laisse découvrir mon projet. Ok, je suis très occupée en ce moment, mais j'irai jeter un mail. Merci, au revoir, bonne journée. Bon dimanche, un quart d'heure après, rien. Je fais waouh, super projet,
bravo, j'adore les gens entreprenants, les gens audacieux, moi-même, je fais ça et ça. Et lui, il est en train de créer un projet pharaonique. En fait, il a pour projet de jouer du piano perché, pendu à un fil, à des mètres et des mètres du sol, à un grand pont très connu. Enfin bon, c'est un truc énormissime qui demande des millions de techniques, de machin. Donc, c'est vraiment le projet, quoi. Et le mec, il est vraiment dans l'audace, quoi, tu vois. Et puis, alors, au niveau jeu, qualité, compositeur, il est énorme. Et là, il me dit, j'adore votre projet, qu'est-ce que vous aimeriez comme morceau? Et, et il me dit, bah, allez voir sur mon site, et puis vous me dites. Et je lui dis, bah, moi, j'aimerais vraiment du piano parce que. Et là, il me dit, mais attendez, vous êtes dans le coaching, la motivation, pourquoi que du piano? Pour un spectacle, ça va pas être très fun et tout. Je dis, si, je veux du piano parce que je veux parler à l'âme des gens. Et moi, le piano, ça m'ouvre le cœur et je parle à mon âme. Je veux ça. Et là, il a commencé à tendre l'oreille. Il me dit, bah, j'ai peut-être quelque chose. Il m'envoie un morceau qui s'appelle Fly Me. Il me dit, vous l'écouterez, vous me direz ce que vous en pensez. Je dis, ok, je l'écouterai calmement. Là, je suis fatiguée. Bon, je suis un peu curieuse. Je l'écoute. Et là, BAM! Explosion dans le cœur. Je prends un papier, un crayon. J'écris un texte en 5 minutes. En 5 minutes. Comme ça, coulé comme ça. Et là, ce que je fais, je m'enregistre. Je lis mon texte et je m'enregistre sur le morceau. Je fais la maquette et je lui envoie. Et là, il le reçoit, genre, je sais pas, 20 minutes après, il me dit, waouh, il me dit, j'ai pas de mots, vous avez mon autorisation, vous pouvez utiliser le morceau, je vous demande rien du tout, c'est juste super, machin, je suis tellement heureux que ça crée ça dans le là. Ok, moi je suis trop contente. Déjà, c'est génial parce que bon, c'est vraiment, c'est qualitatif, tu vois, d'avoir un compositeur qui te fait un. Et là, il revient voir moi, il me dit, vous avez un piano à queue? Je lui dis, non. Il me dit, si vous me trouvez un piano à queue, je viens vous le jouer en live. Waouh. Et là, c'est bien. Ah ouais, c'était énorme. Il me dit, voilà. Il me dit, la musique, tout tombe tellement bien, tu vois, les paroles, la mélodie, tout. Il m'a dit, c'est juste émouvant. Il me dit, c'est trop beau ce que vous faites. Et il me dit, vous êtes une audacieuse, etc. Et là, c'est parti, voilà. Donc, en 48 heures, je trouve le piano à queue. Je veux mon réseau et tout. On trouve un prix d'enfer parce que ça coûte super cher de faire livrer, de faire raccorder. Tu vois, c'était juste. En plus, c'est pas prévu. Bon. Donc, on trouve le piano à queue. Et là, voilà, il m'a dit, je serai là, bien sûr. Et puis, tant qu'à être là, je vous donne aussi tout ce que vous voulez. C'est trop génial. C'est trop. Donc, il vient avec son épouse. Ouais, il va venir. En plus, sa femme est dans la communication, il va me présenter. C'est juste énorme. Enfin, une rencontre d'âme. Tu vois, une rencontre d'âme. Quand il a écrit ce morceau, mon âme l'attendait en fait. Et quand je l'ai écouté, poum, pam, connexion. Et voilà, connexion. Et ça va être le final du spectacle. Et si tu veux, les paroles, tout est là. Voilà, tout est là. Et ça va être un résumé de tout ce qu'on va vivre pendant 6 heures. Wow. Voilà. Donc, il y aura 3 hommes. Voilà. Donc, le 3e homme, comme ça, qui sera là. Et donc, c'est chouette parce que les magiciens d'eau, c'est une complémentarité. On n'est pas là que c'est pas un mouvement qui est anti-homme, hein, pas du tout. Au contraire. Au contraire. D'ailleurs, ça amène des hommes de belle qualité, tu vois, des généreux d'âme, parce qu'il faut être généreux pour faire ça. Il est généreux, tu vois, parce que pour moi, comparé à ce qu'il fait lui, je suis un tout petit projet de, tu vois. Et du coup, c'est génial. Et Fabrice Florent, c'est pareil. Il a un emploi du temps, ce mec, c'est pas un emploi du temps. Philippe Gavier, c'est pareil. Enfin, tu vois, ils vont quand même, Fabrice Florent, il a quand même bloqué de vendredi à dimanche. Parce qu'on le fait venir vendredi en train avec les autres magiciennes et il repart que le dimanche parce que l'événement dure toute l'après-midi du samedi. Donc, ils vont pas repartir à 1h du matin, tu vois. Donc, ça veut dire qu'ils bloquent presque 3 jours pour les magiciennes, tu vois. Donc, c'est vraiment d'une générosité extraordinaire. Tu vois, c'est que le projet vraiment répond à quelque chose de puissant. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu vois, et toutes les magiciennes qui sont sur scène, c'est pareil, il y a cet élan. Il y en a une, elle vient de Los Angeles quand même, il faut quand même que je le précise. Donc, vous voyez, il faut venir, hein, c'est un événement à ne pas louper, quoi. C'est clair. On ne pourra pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Elle est Leslie Coutran, elle est productrice et réalisatrice de cinéma.
Elles sont deux, elles ont fait un film. D'ailleurs, on va avoir l'extrait du film. Vous allez en prendre plein les yeux, vous allez pleurer votre mère, quoi. C'est juste énorme. Elles se sont coupées pendant 1 an. Elles ont fait le tour du monde. Elles ont tout démissionné, tout arrêté leur activité. Et pendant 1 an, elles sont parties avec la caméra pour aller filmer et pour montrer aux yeux du monde qu'il n'y a que l'amour pour sauver la planète, tu vois. Et elles font des interviews de gens sur toute la planète. C'est extraordinaire, tu vois. Elles ont déjà fait 2 ou 3 TEDx et elles viennent aux magiciennes, quoi. Il y en a une qui est à Paris, c'est Marine Billet. Elle a écrit un autre film qui s'appelle Ces liens invisibles, qui traite justement de tout ce qu'on peut transmettre de façon invisible à nos enfants. Tu sais, tous les non-dits, toutes les choses qu'on transmet malgré nous, quoi. Et c'est un film qui est là-dessus, c'est juste magnifique. Je l'ai vu à l'Utopia il y a quelques mois et c'est extraordinaire. Donc, 2 femmes qui sont productrices de cinéma, déjà, c'est rare parce que le cinéma, c'est un milieu qui est très dur, très fermé. C'est très, très compliqué aujourd'hui, apparemment, d'être une femme et de faire du cinéma. Tu vois, là aussi, on se pose la question pourquoi, mais il y en a de plus en plus et c'est génial. Donc, dès qu'il y en a, ben, voilà, il faut les mettre en ligne. Voilà, surtout elles sont extraordinaires. Ce qu'elles ont fait, c'est juste magnifique. Donc, c'est un cadeau. Et là, pareil, j'étais en train de regarder dans mon réseau, il y a quelqu'un qui fait l'interview de Leslie et elle parle de son film et je vais voir le teaser. Le teaser, il m'a fait bim, pareil, la chair de poule, le cœur, quelque chose. Je me dis, il faut qu'elle soit magicienne, tu vois. Ou comment, donc tu fais, grâce au lien avec Internet, tout ça, tu remontes vite jusqu'à la personne. Après, il faut la contacter, il faut lui parler, lui exposer ton projet et soit ça match, soit ça matche pas. Et là, ça a matché tout de suite. Elle m'a dit, écoute, là, je suis à Los Angeles, il y a 9 heures de décalage, on se rappelle, en décalé, tu vois. Et elle m'a dit, mais oui, je vais appeler Marine, on va en parler, c'est génial. Elles ont dit oui tout de suite, tu vois. Elles n'ont même pas calculé, quoi. Elles n'ont même pas calculé. Et c'est pas un projet qui passe sur téléphone. Tu vois, c'est ça qui est génial. Donc, en fait, c'est vraiment un truc qui sent quoi, que ça vibre. Moi, quand tu m'as parlé de ça, parce que finalement, on ne sait pas. C'est vrai que quand on voit ce prospectus, on ne sait pas ce qui va se passer. En plus, il n'y a même pas l'heure, on ne sait pas combien de temps ça dure. Enfin, il y a un côté un peu mystérieux comme ça. Et moi, tout de suite, j'ai senti qu'il fallait que j'y sois. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je découvre là en même temps que vous. Hein. Et, mais voilà, c'était comme ça, c'était à l'intérieur de moi. Je me suis dit, ça me parle, quoi. Je sais pas si je serais là à cette époque-là. Bon, maintenant, je sais que j'y serais, mais je pensais peut-être que je serais au Brésil ou partir en voyage, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Mais donc, ouais, non, je suis vraiment heureuse. Voilà, donc c'est vraiment un projet vibratoire très haut. Il y a une espèce d'égrégore vraiment au moment où on est tous réunis parce que c'est des gens qui sont tous alignés sur les mêmes valeurs, tu vois. On n'est pas appelé par un spectacle comme ça par hasard. On va pas là comme on va voir un film au cinéma ou le sketch de machin. Voilà, tu vois, c'est pas la même chose. On n'est pas appelé par les mêmes trucs. Oui, c'est vraiment un voyage initiatique. Oui, voilà. Et puis c'est pas rébarbatif, c'est pas chiant, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais, c'est vivant parce que ça va s'enchaîner. Au pire, s'il y en a un qui t'intéresse pas, tu sais que ça va durer 10 minutes et puis après, tu vas rentrer dans un autre univers. C'est ça. Quoi. Et puis il y a du jeu, le spectateur est acteur aussi. Vous allez participer. On va venir chercher des gens, on va donner la parole à des spectateurs et tout va être dans l'impro parce qu'on ne sait pas qui va oser monter sur scène, qui va oser parler. Tu vois, on va vous faire des trucs. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. C'est vraiment, c'est interactif. Voilà. Et la première année, on a fait méditer des gens. Toute la salle méditait. Il y en a, c'était la première fois qu'ils faisaient ça de leur vie, qui n'avaient jamais osé, ne serait-ce que fermer les yeux plus de 3 minutes. Quoi. Ou alors quand ils dorment. Et là, ils étaient en méditation, c'était juste extraordinaire. L'année dernière, on les a fait chanter une voix, du son ancestral. Tu vois, ils disaient des trucs, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Quoi. C'est magnifique. C'est extraordinaire, vraiment, c'est super. Donc, c'est un voyage, c'est un voyage de 6 heures où on s'autorise à vivre l'instant. Vraiment. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer l'ouverture. Et je vais pas tout dire ce que je vais faire. Laisse-moi un peu de suspense. Ouais, voilà, ça serait dommage parce qu'en plus, ça va encore se faire comme un bon plat que tu cuisines. Hein. Mais l'idée, c'est ça. C'est d'entrée de jeu, c'est de dire aux gens, tout est là. C'est trop bon.
et d'être en présence pour de vrai, tu vois. Voilà, de se ressentir, de sentir dans la salle qu'on est là, tu vois. Et ça, c'est une communion. Voilà, une sororité. Alors là, il y aura des garçons, donc je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on peut appeler ça une communion. Ouais, il n'y a pas de mots, parce que fraternité, c'est vraiment, on a du mal, quoi. C'est quand même très parce frère. Parce que c'est connoté, voilà, c'est frère, voilà. Ouais, donc c'est vraiment qui englobe frère sœur et frère. Voilà, donc c'est une communion d'âme. Voilà, une symphonie, comme dirait Grégory Mutombo, une symphonie des âmes. Voilà, où on va être à un moment donné tous sur la même vibration d'élévation. Parce que l'idée, c'est ça quand même. C'est de sortir de ce bas astral de merde, tu vois, qui nous tire plutôt vers le bas, vers des trucs un peu lourds, un peu inconfortables. Voilà, c'est ça. Et quelqu'un m'a dit un jour, ça m'a fait rire, j'avais envie de le partager parce que c'est très symbolique, des gens qui n'osent pas switcher en fait, qui m'a dit presque un petit peu en me moquant de moi comme ça. Oui, en fait, on serait tous dans un pays de bisounours et tout va bien, je vais bien, tu sais, le côté oui, un peu... je vois. Et là, je lui dis, mais et pourquoi pas? Mais en quoi ça te dérangerait? Ah, mais et pourquoi pas? Et donc là, c'est là où c'est intéressant de se poser la question. Quand on va dans une soirée, par exemple, c'est très symbolique. On va dans une soirée et là, tout le monde est cool. Mais tout le monde est cool. Tu parles là, ou tu parles derrière, tout le monde est sympa, tu te régales. Tu passes une soirée, mais tu kiffes, quoi. Tu kiffes, tu prends des numéros, on se reverra, mais oui, on se revoit pas, c'est pas grave. Tu pars en Australie demain, ok, maman, tu t'en fous. Tu as une conversation différente avec tout le monde, mais tu vibres de partout. Tu rentres chez toi. En quoi ça a été gênant? En quoi ça serait gênant de se retrouver qu'avec des gens qu'on kiffe? Est-ce qu'on se lasse de ça? Est-ce que ça serait chiant de « Oh non, putain, je vais kiffer toute la soirée, j'y vais pas. Ah, c'est pas possible, je reste chez moi à me faire chier, et ça sera mieux, quoi. » Non, mais tu vois, en quoi ça serait chiant de vivre dans un monde où on serait mieux, où on serait bien, où on serait pas comme ça, à se jalouser. Oh, t'as vu, elle s'est acheté la dernière juke, machin. Ah ouais, non, mais à tous les coups, elle doit faire du blague. C'est comme si ça renvoyait à la peur, quoi. Il y a la peur, il y a une forme d'interdit au bonheur. Je pense qu'on est vachement influencé par la morale judéo-chrétienne et qu'il y a quelque chose comme ça où on doit être dans le sacrifice, dans la douleur, dans la pour souffrance. Pour gagner des sous, il faut souffrir. La sueur de souffrance, il faut gagner sa vie. Voilà, on est vraiment beaucoup pris dans ces carcans. C'est ça. Et puis, c'est comme, tu vois, la dernière fois, je pensais à cette phrase « repose en paix ». C'est comme si la paix... Ça peut être que quand on est mort, en fait, tu vois. Donc, du coup, on va chercher la galère presque, tu vois, pour être sûr d'être quelle chance il a, il va être trop. C'est bon, ça y est, lui, il a fait son tâche, c'est parti. Oh, quel bonheur représenté. Oui, c'est vrai, alors ça, c'est très fou quand même. Hein. Mais complètement. Mais comme si on ne pouvait pas être en paix dans la vie. Mais non, si, alors que si, quoi. C'est terrible, hein. J'adore cette image, je vais la garder. Mais c'est vrai que, voilà, et pourquoi pas, quoi. J'ai envie de dire, eh ben ouais, mais moi, j'aime kiffer les gens. J'aime quand je rencontre des gens cool, quoi. Et quand c'est simple, et qu'on est là, et qu'on se fait du bien, fluide. Et que c'est fluide, et que c'est cool, quoi. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de... L'autre jour, une envie me prend d'interviewer Grégory Mutombo. Et vraiment, j'avais interviewé sa réalisatrice, elle avait fait son documentaire. Et puis quand elle m'en parle, tu vois, je l'interview, j'avais le cœur mais qui vibrait mais à 4000%. Même elle ressentait qu'on était vraiment en accord, tu vois. Et puis je sais pas, genre 15 jours plus tard, je lui envoie un message, je lui dis, tu crois que Grégory, il serait OK pour que je l'interviewe? Elle me fait, tu sais, ça m'étonnerait, il est très pris. Il est sollicité. Il est sollicité, il va faire toute sa tournée pour son film. Ouais. À la limite, et peut-être à la fin de la tournée, tu vois, au mois de janvier, février, peut-être qu'il aura besoin d'un coup de com ou machin. OK, merci. 3 jours après, j'avais ça là. Je me dis, écoute, après tout, il me dit. Envoie un message et tu verras bien. Je m'en fous. Donc, je vais sur sa page Messenger. Bonjour, monsieur Mutombo, Grégory. Moi, c'est Isabelle. J'adorerais vous interviewer parce que ce que vous enseignez, j'argumente un peu pourquoi, comment, quand même, un minimum. 10 minutes après, j'entends Ping. Putain, il a répondu, quoi. Il m'a dit oui, avec un grand plaisir. Ah, c'est génial. Et puis, donc,
moi, j'avais lancé la bouteille comme ça, mais quelque part, j'y croyais sans y croire quand même, parce que j'ai été surprise. Mais t'as osé. J'ai osé, mais attends, parce que du coup, je me dis, oh merde, je regarde où il habite, je vois Paris. Oh merde, je vais aller à Paris, là, c'est pas possible. Tu vois. Donc, je renvoie un message un peu penaude, tu vois. Je dis, ah, mais excusez-moi, j'avais pas vu où vous habitiez, mais là, je vais pas pouvoir monter à Paris avant un moment. Du coup, quand est-ce que vous pourriez être dans le sud? Et à ce moment-là, quand vous êtes à Toulouse, il me dit, je suis à Toulouse jusqu'à demain midi. Comment te dire? Il me dit, c'est où vous voulez, quand vous voulez. Je dis, wow, mais c'est dingue. Et en fait, je regarde sur sa page plus précisément, effectivement, il était à Toulouse pour sa première diffusion de son documentaire à Toulouse. Il y a un petit mois là. Et j'avais pas du tout capté les dates et tout ça, puisque moi, j'avais voulu acheter des places, mais tout était complet. Ouais. Donc, moi, j'avais zappé la première, puisque j'y serais pas. Tu vois, je me suis dit, j'attendrai. Moi, je vais aller à Narbonne, celle de Narbonne. Et là, il me dit ça. Oh, j'appelle Patrice, mon caméraman. Je dis, Patrice. Urgent, vraiment. Lâche tout. Ah ouais, dis-moi oui. Je savais pas son emploi du temps à lui, hein, c'est toujours pareil. Et il me dit, qui c'est Grégory Butonneau? Alors, je lui explique le personnage. Je lui dis, bon, allez, ok. 3 caméras, tu vois. Et là, il a fallu vite organiser, appeler l'hôtel, trouver le lieu, etc. Et puis tout d'un coup, la trouille de ne pas assurer, tu vois, parce que je sais qu'elle allait être beaucoup visionnée, tu vois, on est à plus de 120 partages, tu vois, même, comment elle s'appelle, Florence, on est à 7 ou 8 000 vues, enfin, tu vois, donc je savais qu'il y avait un impact et un enjeu, tu vois. Toujours pareil, la peur de mal faire, le machin, tu vois, donc je commençais à me... Et donc j'appelle Florence, je dis, Florence, tu sais quoi? Tu ne donneras jamais tes interviews demain. Elle me dit non, elle ne voyait pas. Je dis Grégory. Non, elle me dit. Elle me dit, bah alors là, tu as intérêt à vraiment te préparer parce que tu sais, il est carré, machin. Donc, elle me fout la pression encore plus. Et donc, je me mettais la pression toute seule. Puis je me dis, attends, Lisa, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui t'inspire, ce gars? C'est quoi sa philosophie? Sa philosophie, c'est l'instant présent, la liberté d'être, tout est parfait. Et tu vas te prendre la tête à savoir si quelle question tu vas lui poser. Vous êtes connus, ouais, c'est ça, on est sur la même longueur d'onde, donc c'est fluide, quoi, c'est spontané, c'est authentique. Tout était fluide jusqu'à l'endroit, le lieu, l'heure et machin. J'allais pas me prendre la tête, tu vois. Et donc j'ai tout fait à l'impro. Bim. Alors l'impro, le danger de l'impro, c'est que j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans parce qu'il est très impressionnant, le personnage. Il a une telle liberté d'être qu'il en impose. Je le connais un peu. Voilà, il est là. Il est là et rien ne le bouge quelque part. Tu vois, il n'est pas du tout impressionnable ou impressionné. Il est là, il dégage et tout. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration justement pour cet être qui a réussi à lâcher tellement de choses. Et du coup, j'ai été la petite fille impressionnée pendant 5 minutes où j'ai, tu vois, et donc j'aurais dû rentrer plus à l'intérieur de moi, être plus en préparation, méditation. Et heureusement, il y avait sa femme en face qui me faisait. Et du coup, voilà. Et puis, Grégory l'a senti. Il m'a fait ça. Il me disait, ça va? Et oui, il m'a calmé. Un sourire jusque-là, c'est là, comme ça, il a les dents blanches jusqu'en haut. Et donc, tu te calmes. Puis à un moment donné, bim, tu switches. Voilà, tu switches dans l'instant présent. Voilà, et là, c'est parti. Et là, tu es là. Tu es pas dans qu'est-ce que vont penser les autres, est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais bien... Non, tout ça, ça demande de lâcher. Hein. Voilà. C'est pas rien. C'est ça. Et là, tout d'un coup, tu es dans ton instant présent et tu t'éclates. Et tu profites du moment. Et puis, ce qui était génial, c'est qu'il m'avait bien... Je lui ai dit, vous voulez qu'on parle de ça, non, il y a des choses à pas... Il m'a dit ce que tu veux. Alors là, à partir du moment que tu as carte blanche, ni au timing, ni au sujet, comme là, tu vois. Du bonheur. C'est que du bonheur parce que je ne me sens pas limitée, ni dans ce que je dois dire, ni dans le timing. C'est la récréation. Tu vois, comme un enfant qui est à la récré et il fait ça. On se rencontre et on partage cette rencontre. En fait. Ça. C'est juste ça. C'est ça. Ouais. Et ça qui m'est donné, c'est ça. Voilà. Donc, je parlais de ça, je ne sais plus pourquoi. Moi non plus. Mais enfin, il est arrivé là. Tout ça pour dire que quand c'est écrit, que les choses doivent arriver, elles arrivent de toute façon et il faut les accueillir comme elles sont. Ouais. Donc voilà, comme cet instant présent où tu m'as prévenu hier,
et que j'ai eu l'espace pour le faire et que ça m'a rempli de joie au moment où tu me l'as proposé et que c'était une évidence et que voilà. Et puis en plus pour moi, si tu veux, parce que bientôt là, je vais avoir une interview à Radio Éphémère. C'est une petite radio, mais quand même qu'elle a plus de 36 ans quand même, tu vois. Mais ils sont toujours le côté artisanal, tu vois, ils sont toujours restés la petite radio. Mais il y a ce côté quand même, ils sont là depuis 36 ans. Tout le monde connaît plus ou moins Radio Éphémère et Toulouse quand on est. Et au téléphone, donc elle me dit comment ça va se passer, blablabla. Et puis à la fin, elle me dit bon, par contre, ne vous attendez pas à une grande radio comme Énergie. Hein. On est une petite radio, elle est minimisée. On a un tout petit studio, machin. Je dis mais je m'en fous. Vous avez envie de m'écouter, je prends plaisir à parler. Je m'en fous. Alors évidemment, si un jour une énorme radio me donne la parole, bien sûr que je sais que je vais impacter plus parce qu'il y a plus d'auditeurs. Normal. Mais c'est plus en termes de quantité, plus qu'en termes de... Voilà, ma parole, je la donne avec mon cœur quand même, que ce soit Radio Éphémère, que ce soit chez Amélie, que ce soit chez Amélie Durand, ou que ce soit avec Grégory de Tambour. Je suis la même. Et c'est ça qui est sain, en fait, tu vois. J'ai pas l'impression d'en donner moins à toi que j'en ai donné quand j'étais avec Grégory ou avec Frédéric ou moi. Pour moi, c'est la même chose et c'est ça qui est génial. C'est de rester sur ce qu'on est. Quoi. Mais en fait, je pense qu'on dépense beaucoup plus d'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre que d'être soi-même. C'est tellement plus facile d'être soi. Mais là, tu as tout dit, Amélie. Tu as tout dit. Mais c'est clair. Tu as tout dit. Et je voulais, si on doit conclure aussi sur quelque chose d'important, et ça, je le redis. Ce matin, j'ai fait l'interview d'une des magiciennes qui sera là, donc Hélène Maëva-Lafitte, et elle a fait passer le message que les 6 lettres du mot audace créent le mot cadeau. Oh, c'est magnifique, quel beau cadeau. C'est beau ça. Ouais, super. Ça, c'est beau. Merci. Merci beaucoup. Donc, quand vous êtes audacieux, vous faites un cadeau. Vous faites un cadeau. À soi et à l'humanité. Donc, soyons audacieux, soyons des cadeaux et il faut y aller, quoi. L'audace, c'est la vie. Sans audace, on meurt, quoi. Merci beaucoup. Avec un plaisir. Donc, du coup, vous trouverez donc 24 novembre 2018 à salle du Bascala à Bruguière à 14h, c'est ça? Alors, ça commence à 14h. Je sais Ils qu'à vont Toulouse, mettre là il y a le quart d'heure toulousain qui est terrible. Mais vu qu'il y a 6 heures d'événement, vous doutez bien que si on commence à 3h, on est là jusqu'à 9h et les gens vont avoir faim. Sachant qu'à 20h30, on bascule sur le banquet. Le banquet, ça fait partie vraiment du moment. C'est un moment très fort. Pardon. C'est un moment très très fort aussi en énergie, on partage en amour, on crée du lien, c'est vraiment une continuité. Il y a des gens qui arrivent à 14h, qui repartent à 2h du matin, ils ne veulent plus partir. Quoi. Tellement t'es embarqué dans le... C'est ça, tellement t'es baigné. C'est un bateau, quoi. C'est ça. C'est une croisière. Complètement. Donc, voilà, donc de 14h à 20h pour la partie spectacle, et puis pour ceux qui veulent et qui ont l'argent, puisque c'est 87 € les deux. Ou 47 € que le spectacle. Et sur place, pour ceux qui vont avoir des regrets comme chaque année de ne pas avoir acheté le banquet, pourront peut-être, s'il reste des places, acheter le banquet qui fera 35 € par personne. Voilà. Donc, vous aurez en descriptif de cette vidéo, il y aura le lien pour, vers le www des magiciennes d'Oz. Lesmagiciennes.com du coup, voilà, avec du coup la possibilité d'un accès à la billetterie. Il y a un lien. On réserve en ligne. C'est vraiment le plus simple parce que les billets sont avec des nominations. Donc, quand vous avez votre nom sur le billet, c'est quand même beaucoup plus facile parce que quand vous arrivez, on vous donne tout de suite votre bracelet parce que suivant, bien sûr, la formule que vous choisissez, vous avez un bracelet de couleurs différentes puisqu'il y a 3 formules, puisqu'il y a aussi une formule VIP où on vous offre le DVD d'événements aussi compris. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous invite vraiment à réserver en ligne parce que ça rajoute du temps à payer sur place et tout. Bon, voilà. Ouais. Donc, tout sera noté en descriptif de cette vidéo. Puis, il y aura aussi un lien vers ta page,
Qu'est-ce que tu as? Tu as un site, quelque chose si des gens ont envie de te Lesmagiciennes.com, suivre, tout sur les magiciennes? voilà, il y a tout sur le site. Il y a le groupe Les Magiciennes aussi sur Facebook. Ok. Les Magiciennes d'Oz, c'est un groupe fermé. Mhm. Aujourd'hui, il y a 3000 adhérentes qui sont vraiment très actives, qui sont sur cette même longueur d'onde. Et j'ai scindé vraiment le groupe avec un deuxième groupe que j'ai ouvert. Ouais, je crée beaucoup en ce moment. Ça me demande du travail, mais en même temps, c'est du plaisir. Donc, spéciale entrepreneuse qui s'appelle J'ose ma boîte. Pour celles qui veulent vraiment aller au bout de leur rêve et devenir entrepreneuse, mais entrepreneuse autrement. Voilà, avec du sens, avec de l'amour dans ce qu'on fait. Et du coup, ça correspond à notre entrepreneuriat. Et voilà, donc c'est soit le groupe où on n'est pas forcément entrepreneuse, mais on a envie de répondre à des valeurs quand même de partage, d'élévation, où on fait voilà, des thématiques assez sympathiques. Et le groupe J'ose ma boîte, où on est vraiment spécifique à la création de son projet. Super. Voilà. Donc, merci Isabelle Rose. Merci à toi, Mélanie, de m'avoir reçue. On a bien. Ben ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que peut-être que, voilà, moi, j'ai vraiment envie d'instaurer ce truc-là et de faire régulièrement des vidéos. Peut-être qu'il y en a qui dureront 10 minutes et peut-être qu'il y en a qui dureront 1 heure. Et voilà, c'est ça, c'est la magie de l'instant. Voilà, ben merci en tout cas de nous avoir suivis, pour votre écoute. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.